Bienvenue à toutes et à tous. À la fin du XVIIIe siècle, à partir de 1789, la Révolution française va marquer un changement majeur dans l'histoire de France. Elle va remettre en cause l'ordre établi et contribuer à l'affirmation de nouveaux droits et de nouveaux principes pour les citoyens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut d'une part comprendre à quoi s'oppose ce mouvement révolutionnaire et, d'autre part, en détecter les prémices, les origines. C'est pourquoi nous étudierons ici le régime politique qui précède la Révolution française, à savoir l'Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, en France, nous vivons dans une société d'Ancien Régime. On appelle aujourd'hui Ancien Régime l'organisation politique, administrative, économique, sociale et religieuse de la France du XVIe au XVIIIe siècle. Pour résumer, le terme d'Ancien Régime désigne la France d'avant la Révolution française. Dans cette société, le roi concentre tout, absolument tous les pouvoirs. Voilà pourquoi on parle de monarchie absolue. Le roi dispose seul des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, car le roi possède la royauté absolue de droit divin. C'est-à-dire que le roi tient sa couronne de Dieu et n'est responsable que devant Dieu. Son autorité ne peut donc être ni contrôlée ni limitée par qui que ce soit. Contester l'autorité du roi revient à contester l'autorité de Dieu, ce qui est impossible. Dans ce cadre, les Français n'étaient aucunement considérés comme des citoyens, mais plutôt comme des sujets. Ils ne disposaient d'aucun droit, mais n'avaient que des devoirs, dont le premier était l'obéissance aux ordres du roi. En outre, cette société était profondément inégalitaire. En 1789, les Français n'étaient pas comme aujourd'hui égaux devant la loi. L'organisation sociale avait pour principe l'inégalité. Les Français étaient officiellement répartis en 3 ordres, à savoir le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les 2 premiers ordres, le clergé et la noblesse, étaient privilégiés, c'est-à-dire qu'ils possédaient des privilèges que ne possédait aucunement le tiers-état. Supérieur en droit, en richesse et en privilèges, la noblesse et le clergé étaient pourtant minoritaires en nombre. Ainsi, à la veille de 1789, le clergé comptait 115 000 personnes environ. La noblesse, 400 000 individus tout au plus. Le reste, c'est-à-dire 25,5 millions d'habitants sur 26, constituait le tiers-état, soit 98% de la population. Or, ce tiers-état ne possédait aucun droit, absolument aucun privilège, mais payait des impôts et n'avait que des devoirs. Ce tiers-état se composait lui-même de 3 classes sociales. D'une part la bourgeoisie, ensuite les artisans, enfin les paysans. La part des paysans était la plus importante. Les Français à cette époque étaient un peuple de paysans. Près de 9/10 des habitants vivaient aux champs, au travail de la terre. Une infime minorité d'entre eux étaient propriétaires. Mais les charges, les impôts de toutes sortes qu'ils devaient au roi pesaient si lourdement sur eux qu'ils n'arrivaient que très rarement à vivre de leur travail. En fait, la très grande majorité des paysans ne possédaient pas de terre. Ces paysans étaient engagés comme fermiers ou comme métayers ou bien encore comme journaliers sur le domaine que possédait le seigneur. Ils devaient alors payer au seigneur un loyer et lui livrer une partie de la récolte. Ainsi, la société d'Ancien Régime, où régnait la monarchie absolue, était-elle profondément arbitraire et inégalitaire. Ce n'est pas en vain que cette société fut vivement dénoncée et critiquée par ce qu'on appelle les philosophes des Lumières au cours du XVIIIe siècle. Dès les années 1760, c'est-à-dire 29 ans avant la Révolution française, les Lumières vont remettre en cause la monarchie absolue. Nous pourrions définir les Lumières comme étant un mouvement culturel et philosophique du XVIIIe siècle qui cherche à faire triompher la raison au-delà des croyances, et cela dans le but de libérer les individus. Ce combat philosophique et politique, on le doit à des intellectuels qu'on appelle aujourd'hui les philosophes des Lumières. L'œuvre des philosophes des Lumières fut donc une œuvre de combat, de lutte contre les abus et les préjugés. Leur but était de faire le bonheur des hommes en développant leur raison, en les libérant de l'obscurantisme religieux et surtout en les instruisant. Les principaux philosophes français furent Montesquieu, Voltaire, Diderot ou bien encore Rousseau. Voltaire, au cours de sa longue vie, eut une action puissante, puisque ses idées parcoururent toute l'Europe. Quant à Diderot, la grande œuvre à laquelle se rattache son nom fut la publication de l'Encyclopédie, cet immense dictionnaire auquel collaborèrent tous les écrivains et savants connus de leur époque, et ce fut le plus puissant instrument de la propagande philosophique. Enfin, Jean-Jacques Rousseau, plus audacieux, défendit dans ses ouvrages les principes de la souveraineté du peuple et de l'égalité des citoyens. Les attaques les plus vives des philosophes des Lumières
portèrent contre l'Église et contre la monarchie absolue. La confiance dans la science et dans la raison devait pousser les hommes à rejeter le surnaturel, donc aussi toutes les religions. D'autre part, ils rejetèrent le principe que le roi est le maître de ses sujets et qu'il peut gouverner comme il lui plaît. Par exemple, l'idéal de Jean-Jacques Rousseau était la démocratie, c'est-à-dire un régime où le peuple fait les lois. Pour les appliquer, le peuple se choisit un gouvernement et des fonctionnaires, et il les contrôle sans cesse, ce que nous connaissons désormais. Les philosophes étaient tous d'accord pour demander la suppression des privilèges, l'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt. Ils revendiquaient aussi toutes les libertés. D'abord la liberté personnelle, en vertu de laquelle un citoyen ne peut pas être arrêté sans raison. Ils voulaient aussi une réforme profonde de l'organisation judiciaire, et notamment la suppression de la torture. Ils exigeaient aussi la suppression de la traite négrière et de l'esclavage. Ils exigeaient l'instruction pour tous. À leurs yeux, l'enseignement, l'école, était un des attributs essentiels de l'État. Ainsi apparaissait pour la première fois en France l'idée de l'instruction publique. Enfin, pour ces philosophes, il était impossible que le pouvoir soit entre les mains d'un seul homme, c'est-à-dire le roi. Alors, pour plus de justice, ils exigeaient la séparation des pouvoirs. Il s'agissait là, tout simplement, d'une négation complète de la monarchie absolue. Pour résumer, les Lumières placent la raison au-dessus des croyances. C'est pourquoi ils écrivent et se battent contre l'intolérance religieuse, de même que contre les privilèges de la noblesse et du clergé. Pour ces philosophes, les hommes et les femmes peuvent réfléchir, juger et décider par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Les Lumières se battent donc pour la liberté et l'égalité de tous, et la fin de la société d'Ancien Régime. Toutes leurs idées nouvelles étaient exposées dans des livres, dans des articles de presse, dans des conférences, et finissaient parfois même sous forme de tracts pour aller courir dans les rues. Elles furent ainsi largement diffusées. Or, ces idées n'allaient à rien de moins qu'à renverser les institutions et l'ordre établi, renverser le pouvoir, l'Ancien Régime et la monarchie absolue. C'est donc en partie sur ces idées que la Révolution de 1789 trouvera ses fondements. Alors, que retenir ? Tout d'abord, vous devez savoir définir ce qu'est l'Ancien Régime, expliquer ce qu'est la monarchie absolue et en quoi il s'agit d'une société profondément inégalitaire. Ensuite, vous devez savoir expliquer ce que sont et qui sont les philosophes des Lumières, en quoi ils s'opposent à la société d'Ancien Régime. Enfin, citer et expliquer leurs idées et leurs revendications principales. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.